Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Global Performance Talk Show. Aujourd'hui, on a notre premier invité qui est Asif Jahe. Je vais le laisser se présenter lorsque j'aurai terminé l'introduction. Donc avant de démarrer, vu que c'est le premier épisode, je vous demanderai de bien vouloir vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'il sera dans un premier temps sur YouTube et ensuite sur les différentes plateformes de podcast, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Et de laisser un avis 5 étoiles, un petit commentaire et de le partager à votre entourage pour que celui-ci se diffuse et que le projet puisse se pérenniser sur le long terme et pas faire que quelques épisodes. Donc je vais te laisser te présenter Asif à nos auditeurs, dire d'où tu viens, etc. Et puis on va un petit peu parler de ton parcours qui est un peu hors du commun, qui sort un peu des sentiers battus. Donc n'hésite pas, sois bavard, c'est ton moment, à toi. Voilà. Donc vu que c'est aussi le premier épisode, je vous demanderai peut-être d'être indulgent aussi par rapport à la qualité du son. On n'a qu'un micro et on est dans une pièce qui résonne, donc je vais essayer de traiter le son par la suite pour essayer d'avoir le son le plus clair possible et le moins désagréable à l'écoute. Voilà. Tu peux y aller, je te laisse te présenter puis j'enchaînerai sur quelques questions. Yes. C'est à toi. Asif Jahe, du coup à trentaine, originaire de Marseille. Aujourd'hui j'habite à Genève, du coup merci de m'avoir invité, c'est cool et on est là pour répondre à tes questions. Voilà, donc dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens, ce qui t'a amené aussi à Marseille, donc ta ville de cœur, parce qu'il me semble que tu n'es pas né à Marseille. Non. Donc voilà, on va peut-être repartir depuis ton enfance si tu veux en parler et si ça te dérange pas d'en parler. Pas de souci. Alors du coup je suis né à Mayotte, une petite île dans l'océan Indien, originaire des Grandes Comores à la base. Du coup ma mère est partie là-bas quand elle avait 18 ans pour y aller travailler. Du coup on est né là-bas avec ma soeur jumelle. Et à l'âge de 6 ans on est parti de Mayotte pour venir en France pour faire nos études. Mais ma mère n'a pas pu nous rejoindre à ce moment-là, donc elle est restée là-bas jusqu'à qu'on ait 15 ans, donc c'était assez compliqué. Mais voilà, donc ça a été l'origine. Donc on est arrivé à 6 ans à Marseille, une nouvelle vie, nouvel mode de pensée, nouveau climat, quoique le climat à Marseille ça allait plutôt bien. Ouais, vous étiez plutôt gâtés. Si vous étiez venu en Alsace, là où on est aujourd'hui, je pense que ça aurait été galère. Ouais, ça aurait été compliqué. Mais quoique je me souviens de mon premier souvenir en France, enfin en France métropolitaine quand j'étais arrivé. C'était le froid à l'atterrissage à Paris, Charles de Gaulle, quand on est arrivé, donc ça je me souviens. Mais sinon, ouais, on est arrivé à Marseille, on était assez gâtés par le temps, on a vécu chez mon oncle pendant plusieurs années, jusqu'à 16 ans, du coup, jusqu'à que ma mère arrive en France. Et après, ensuite, on a quand même pas mal bourlingué, bon, j'en parlerai un petit peu après, mais on a quand même, en tout cas moi plutôt, j'ai quand même pas mal bourlingué pour la suite de ma vie, quoi. D'accord. Donc tu dis que tu es arrivé avec ta sœur jumelle et vous êtes arrivé en France métropolitaine avec ta mère, ou ta mère a dû rester là-bas? Non, ma mère est restée là-bas du coup. Et vous avez pris l'avion avec quelqu'un que vous connaissez pas, un tuteur, c'est ça? C'est ça, en fait, il y a les compagnies aériennes, ils proposent un service où tu as un sort de steward ou un accompagnateur comme ce qui se passe avec SNCF. Souvent, okay. Tu as des jeunes qui font des transports et tout, bah, c'est pareil avec l'avion, donc tu voyages avec quelqu'un que tu connais pas forcément et après okay. Donc c'est peut-être une question conne, mais pourquoi vous êtes venu en France? Qu'est-ce qui a fait que... Ouais, pourquoi on est venu ici? Bah, tout simplement parce que les études, en fait, c'est surtout ça. Ma mère, elle voulait qu'on fasse des études poussées, etc., et qu'on ait un meilleur avenir finalement ici qu'en restant là-bas. D'accord. Ce qui est compréhensible pour une mère. Mais bien sûr. Du coup, effectivement, après la question, ça va être plutôt pourquoi elle n'a pas pu venir. Mais ça, c'est plutôt des problèmes administratifs, etc. Bah, on pourra en parler après pour la difficulté aussi de... Mais ouais, effectivement, du coup, c'était surtout pour ça, en fait, avoir un meilleur avenir pour nous deux par rapport à ce qu'on aurait pu avoir en restant là-bas à ce moment-là, quoi. Elle voulait déjà vous offrir dès 6 ans des études, parce que l'école là-bas est... à quel âge le système scolaire le système scolaire c'était français, donc c'est à suivre ici, mais il y a déjà une différence entre là-bas et la France. Ouais, ce qui se passe, c'est que pour faire vraiment des bonnes études, il faut être dans des études privées, dans des écoles privées, etc. Là-bas, tu parles? Ouais, déjà là-bas. Donc c'est assez compliqué financièrement, et après même en termes de qualité, bon, en tout cas à cette époque-là, tu n'avais pas la même qualité que tu pouvais avoir aujourd'hui. C'était un territoire d'outre-mer, bon, c'est un département maintenant d'outre-mer.
Et donc ouais, voilà, donc il s'est dit le mieux pour tout le monde, enfin le mieux pour nous et le mieux pour elle, et c'était qu'on vienne ici et qu'on continue nos études et qu'on ait le meilleur avenir possible, quoi. D'accord, donc arrivé en France métropolitaine, tu as vécu du coup chez ton oncle. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai vécu chez mon oncle. Donc tu avais déjà pas mal de familles, Ouais. vous étiez déjà un petit peu installés dans la Ouais, région de la de famille Marseille, à Marseille, ouais. qui était venu avant du coup C'est ça. en France Ouais, c'est ça. métropolitaine. Bah, faut savoir que Marseille, c'est une grande ville, Ouais. et en même temps, il y a beaucoup de Comoriens Ouais, qui ouais. sont basés à Marseille. Comorien très connu aussi. Certains Comoriens connus qui sont Ouais. dans la musique et dans le rap, précisément. Mais ouais, du coup, j'avais quand même de la famille, et donc c'est aussi ça qui a facilité le fait de partir, parce que je pense que si on était parti dans un endroit où on n'a pas de famille, surtout à cet âge-là, ça aurait été impossible et compliqué. Et comment tu as vécu du coup la séparation avec ta mère? Parce qu'à 6 ans, on est quand même très très proche de ses parents, enfin, du moins de sa mère aussi. Comment tu peux raconter un peu comment tu as vécu cette séparation, comment ça s'est passé après la vie chez ton oncle, parce que tu as dû recréer du coup des liens, des liens paternels peut-être avec ton oncle, t'avais pas la figure d'une mère non plus, je sais pas comment ça s'est passé, si tu peux en parler. C'était compliqué, hein. T'as 6 ans, tu comprends pas ce qui se passe, j'ai encore des souvenirs de l'aéroport le jour où on est parti, etc. Donc c'est très très compliqué, surtout que tu arrives dans un nouvel environnement, même si c'est ta famille, t'es à l'école avec de nouvelles personnes, etc. Et en plus, t'es le nouveau, donc personne te connaît. Tu parles avec un accent qui n'est pas compris par les autres enfants. Parce que t'avais un accent, je pense. Ouais, j'avais un accent à ce moment-là, je me rappelle. La manière de parler, les expressions, tout était différent. Donc, quand t'es petit et que t'es différent, déjà, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et quand tu te sens différent, c'est aussi compliqué. Donc, à ce moment-là, donc, c'était très dur. Je pense qu'on a mis au moins 1 an à s'acclimater avec ma sœur, vraiment. Après, j'ai pas de vrais souvenirs à ce moment-là, mais c'était assez compliqué, en tout cas les débuts. Ouais, c'était surtout la barrière aussi de la langue. Vous parlez français là? Ouais, on parle français, on parle avec français. ok. Mais tu vois, c'est notre culture, c'est notre mode de vie. C'est rien à voir, rien n'est réglé comme ici. Tu vois, t'as un horaire précis, tu termines à un horaire précis. Ouais, c'était vraiment cadré, structuré, quoi. Ouais, c'est vraiment, tu faisais un peu comme tu voulais. Donc c'était, en arrivant en France, c'était aussi un choc, tu vois, de culture, de se dire, ok, ouais, il faut suivre des règles, il faut faire ça, il faut se lever le matin, il faut aller à l'école, faire ci, terminer à cette heure-ci. Tu vois, c'était un truc qu'il fallait s'habituer avec un nouvel environnement, des nouvelles personnes, ta famille, etc. Donc, Comment tu as géré du coup ce manque de ta mère sur toutes ces années là? Comment vous avez réussi à garder le lien, etc. Parce que vous avez vécu presque du coup plus de 10 ans, non? Plus de 10 ans, ouais, du coup c'est pareil. Sans ta mère, sans la voir? Ouais, sans la voir, ouais. Wow. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce lien, comment vous avez gardé ce lien, comment tu as géré ce manque, etc. Téléphone en fait, hein. Ça nous appelait tous les jours. Tous les jours on vous appelait? Tous les jours on nous appelait et tout, etc. Donc c'était ça qui permettait de garder le lien. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait maintenant, tu vois, Skype, WhatsApp, etc., les appels vidéo. Vous envoyez des photos peut-être? C'était une personne qui partait là-bas, revenait avec des photos, etc. Donc elle avait aussi des informations, des nouvelles de nous, de la part d'amis qui venaient, etc. Donc c'était le téléphone, le moyen qui nous permettait le fixe à l'époque en plus, qui nous permettait de rester en contact, quoi. D'accord, waouh, c'est assez fou. Et du coup, tu as fait ta scolarité à Marseille. Tu peux nous raconter un peu ton parcours scolaire, ce que tu as fait, comment se déroulait l'école pour toi, quel type d'élève tu étais? Je pense qu'au début, en tout cas, primaire, ça s'est bien passé. Je pense que j'étais assez bon élève, studieux, bon élève, etc. Et bien aimé, bien apprécié de tout le monde, je pense. J'ai jamais été un élève indiscipliné, ce genre de choses. Arrivé au collège, c'est là que tu arrives un peu dans une période un peu compliquée, tu as 13, 14 ans, tu sais pas ce que tu veux faire, tu es un peu influencé par d'autres personnes, tu as envie de sortir, tu rencontres de nouvelles personnes, les premiers amours, etc. Et donc là, c'était n'importe quoi de mon côté. Et en plus, en même temps, c'est là, à ce moment-là, que j'ai ressenti que particulièrement ma mère me manquait, tu vois, donc j'avais 13, 14, 15 ans. À partir du lycée, du collège, fin collège, donc 4e, 3e, donc ça 13 devenait ans, compliqué, ça devenait compliqué. C'est là que tu ressentais le manque et peut-être une différence avec tes camarades qui avaient leurs parents, eux à côté. Ouais, ça a été dans toute ma jeunesse, en tout cas de 6 à ce moment-là où elle est arrivée.
cette différence où tu disais, on a fait ça avec nos parents, ouais, on a fait ci, on a fait ça. Et moi, je parlais pas de ça, tu vois, avec mes amis. Tu ou disais avec, que ta mère était là? Ouais, voilà, donc je mentais, tu mentais? Je C'est vrai, mentais vous mentez avec ta sœur que... Surtout moi, ma sœur, je pense pas, mais surtout moi, tu vois, en fait, c'est difficile d'être différent quand t'es petit. Bah ouais, c'est clair. Ouais, donc je pense que j'avais un mécanisme de protection où je me disais, vaut mieux mentir sur ce genre de choses, comme ça personne ne sait. En fait, c'est une protection que tu te crées, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc je disais, ouais, je suis avec mes parents, tout va bien, on allait en vacances. Les gens disent, ils allaient en vacances, c'était pas vrai, j'allais pas en vacances, moi j'étais. Tu restais à Marseille. Au quartier avec mes potes, ok, mais c'était bien, hein, je dis pas le contraire. Mais tu vois, tu t'inventes une sorte de protection, de barrière pour pas être différent des autres, alors que finalement, si tu regardes avec le recul. Oui, avec le recul, t'en rigoles maintenant. J'en rigole, tu vois, c'est débile pourquoi j'ai fait ça, mais sur le moment, c'était le meilleur moyen pour moi aussi de m'intégrer, tu vois. Bien sûr, de te faire des amis, etc. Faire des amis, être normal, entre guillemets, alors que j'étais normal, quoi. Tu vois. Ouais, donc t'évoquais le manque qui commençait à se faire ressentir, etc. à partir de 13 ans, tu peux continuer. 14-15 ans, ça devenait compliqué. Donc du coup, à ce moment-là, donc on arrive à 4e, 3e. 4e, voilà, je commence à passer. 3e, là, j'ai complètement décroché, dans le sens où je séchais les cours, j'allais avec mes potes, on sortait, on se bagarrait. Mais l'école devenait secondaire, tu vois. Ouais, t'avais d'autres choses en tête. Ouais, j'avais d'autres choses en tête. J'avais envie de vivre, en fait, parce que je me rendais compte que, tu vois, mes potes, ils pouvaient faire des trucs, ils avaient des jeux vidéo, ils avaient des trucs, enfin, un vélo, trottinette, enfin, tout ce genre de choses tout ça, finalement, que je n'avais pas, tu vois, à cette époque. Et donc, j'étais avec eux, je me sentais normal, tu vois, je pouvais profiter de tout ce qu'ils avaient. Ouais. Et donc 3e, catastrophe, c'était n'importe quoi, alors que de base j'ai des capacités, je pense, enfin sans me vanter, en tout cas à l'école je comprends bien très très vite, tout se passe bien pour moi à ce moment-là, mais tu vois... En fait, t'as peut-être un petit manque de cadre qui... Ouais, c'est ça. Alors qu'à la maison, j'étais très cadré, tu vois. C'est vrai, comment il réagissait, ton oncle, etc. Il savait pas, en fait, parce que j'étais très très cadré à la maison, tu vois. C'était sévère, t'avais finalement une éducation assez stricte. Assez stricte, tu vois. Mais pour mon bien, parce qu'on habitait dans un quartier, donc il fallait pas que je fasse n'importe quoi, que je traîne avec n'importe qui, je pouvais pas sortir, je sortais juste pour jouer au foot. Et encore, on me voyait de la maison, donc si j'étais pas en train de jouer au foot... il a joué le rôle de père finalement. Voilà, c'est ça. Donc à la maison c'était très strict, et en fait à l'école c'était là où j'avais ma liberté, tu vois. D'accord, ok. C'était là où je pouvais faire n'importe quoi sans que mon oncle le sache. Il le savait pas, parce qu'en fait je signais le carnet, etc. Un vrai bandit, quoi. Je faisais n'importe quoi, tu vois, c'était la 3e. Je t'ai dit, tu commences je me sentais vivre un peu. Et donc du coup 3e, patatras. Il faut aller en lycée pro, tu vois. Du coup, là, tu as été orienté, donc vu que tu étais, comme ce qu'on fait encore actuellement, quand tu es mauvais élève, on te dirige vers le professionnel. Après, ce qui n'est pas une mauvaise voie, c'est pas dégradant, parce qu'il y en a qui sont faits pour ça, ça leur permet d'aller dans le monde professionnel et de gagner de l'argent assez tôt, d'être autonome assez tôt. Exactement. Et après, rien ne leur empêche d'avoir bien gagné leur vie aussi, parce que c'est pas parce que tu fais des grandes études que tu vas avoir un métier qui te plaît déjà, c'est sûr. De grandes études. Donc tu as été orienté vers un lycée pro. Donc j'étais orienté vers un lycée pro, effectivement. Donc ça à Marseille toujours? À Marseille toujours, et en fait c'est quoi le lycée dans lequel tu étais? C'était Blaise Pascal. Blaise Pascal, je passe le bonjour. Est-ce que tu as des profs qui t'ont marqué au lycée comme ça? Au lycée, j'avais Madame Thébault qui était vraiment très, très, très stricte, mais très cool. Du coup, qui t'a apporté peut-être un cadre? Elle était super, franchement. T'es une prof de quoi? Prof de comptabilité, parce que du coup je suis parti en comptabilité. Je savais que j'avais des capacités, donc mes potes ils me disaient nous on va en compta, donc je dis je vais en compta, et en même temps c'était le truc pour moi, le domaine d'études qui était le plus entre guillemets intellectuellement le plus compliqué à ce moment en bac pro, donc je dis autant aller en comptabilité. D'accord. Et du coup je vais en comptabilité, Madame Thébault c'était mon prof principal, etc. Elle était super. Et en bac pro, je me régale, quoi. Tout se passe bien. C'est vrai, ça te... Je travaille pas, mais j'ai des notes à 18-19 de moyenne, tout se passe bien pour moi. Et au niveau de la confiance, du coup, t'as confiance en toi, etc. Ouais, c'est ça, donc j'ai confiance en moi, tu deviens adolescent officiellement, tu vois, donc
l'école ça se passe bien, j'ai confiance en moi, tout se passe bien. Ma mère arrive à ce moment-là, 15 ans. Ah oui, c'est l'arrivée de ta mère aussi, ouais, donc je pense que tu avais aussi dû prouver que tu étais un bon élève, et etc. en plus qu'à la base je suis venu pour faire des études, tu Ouais, vois, ouais, donc ouais. arriver en bac pro et qu'elle me voit, enfin elle arrive, elle me voit en bac pro, même si c'est pas dégradant, mais en tout cas on a toujours cet esprit où on se dit Ouais, c'est pas c'est forcément... un peu moins bien que d'aller en lycée général et de continuer ses études, faire Ouais, des grandes études, donc à ce moment-là tout se passe bien, tu vois, je suis toujours dans les 3 premiers, tout est super. Et dans ta tête, est-ce que tu as déjà un objectif de métier que tu as envie de faire, d'une voie que tu as envie de prendre, ou tu es toujours un peu dans le flou, t'avances, t'es avec tes Non, potes j'avance, tu vois, j'avance. Chaque année, j'avance sans me forcer. sans j'avance. objectif non Sans plus objectif. Je sais juste que je veux continuer mes études après le bac pro, c'est pas une fin en soi. Je voulais continuer mes études, donc, faire un BTS, tu vois. Ouais, C'était ouais. la voie en fait, tu fais un BTS compta, Ouais. après faire expert comptable, etc. Tu vois. Donc je savais que mes études allaient être longues, mais la volonté première c'était de continuer en bac pro, faire un BTS. Et ensuite intégrer une école d'expertise comptable, ce genre de choses, tu vois. Ok. C'était ça le but. D'accord, après donc tu fais lycée, tu passes le bac, j'imagine que tu l'as avec mention. Ouais, bac avec mention très bien, Ouais. félicité par le principal à l'époque, le C'est proviseur vrai de l'époque, etc. Ils étaient au courant, le système scolaire, de votre situation? Non, que personne n'était au courant. Personne n'était au Non, courant, vous personne. avez même pas eu d'assistante sociale, quelque chose qui vous Non, a... non, personne n'était au courant. En plus, à ce moment-là, j'habitais au quartier nord de Marseille, donc venir des quartiers nord jusqu'à en tout cas la deuxième année d'école de bac pro, Ouais. j'étais au quartier nord de Marseille, donc ça me faisait des allers-retours assez longs, donc 1 heure, 1 heure et demie tous les jours. Et après, on a déménagé en centre-ville, donc c'était beaucoup mieux. Mais personne n'était au courant, en même temps, je voulais pas en parler. C'est Ça vrai. honte, tu vois, d'en parler de ce genre de choses. De- Je suis assez pudique Ouais, de base. parler de ça. Ouais. C'était compliqué pour moi. Même des gens avec qui j'ai vécu pendant 20 ans, des amis à moi, ils ne savent pas, tu vois. C'est vrai? Non. Personne le sait, quoi, que t'as... Non, personne ne connaît ton histoire, quoi. Mon histoire, quoi. Ils vont le Mais en découvrir, même du coup. Ouais. C'est bien. Ouais. Donc tu disais que donc vous habitiez dans les quartiers nord, c'est ça? Ouais, à un moment, on habitait dans les quartiers. Est-ce que tu peux nous parler, parce qu'on entend beaucoup de choses sur ces fameux quartiers nord, que c'est chaud, qu'il y a de la sécurité, encore plus aujourd'hui avec les réseaux, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as vécu d'habiter là-bas, ouais, la particularité que tu voyais entre ces quartiers, les quartiers que tu pouvais fréquenter quand tu étais au collège, au lycée, parce que tu traversais la ville finalement? Ouais, finalement, mon lycée était dans le sud de la ville, donc Ouais. plutôt bien du bon côté de la ville, on va dire. Et effectivement, j'habitais au quartier nord, donc je traversais toute la ville du nord au sud. Ouais. Ouais, vivre là-bas, c'était compliqué, on va pas se mentir. Hein. Qu'est-ce qui est compliqué? T'habites dans un endroit où... Après, les quartiers nord, c'est plusieurs différents quartiers Oui. dans un C'était ensemble. quel quartier? C'était au Rosier, et Ok. j'habitais aussi à la Busserine à ce moment-là, donc j'ai déménagé 2 fois. Mais les Rosiers, ouais, c'était... Je pourrais même pas te décrire, tu vois, tu sens la pauvreté des gens, même si les Ouais. gens sont gentils au fond, tu vois. Les gens sont gentils, Ils s'entraident beaucoup? ils s'entraident j'imagine. beaucoup, ils veulent pas vivre là-bas à la base, tu vois, c'est Ouais. ça qui est malheureux. Mais c'est très pauvre, tu sens la pauvreté, tu sens les trafics, tu sens l'insécurité, tu vois, et on va pas se mentir. Et c'est vrai, il y avait de l'insécurité, non? Il y avait de l'insécurité, mais moi je le ressentais pas parce que, encore une fois, j'étais très, très, très carré, tu vois, très réglé par ma mère, donc je pouvais pas sortir. Même par téléphone, elle réussissait à maintenir un Mais espèce de... on vivait ensemble. Ah là, à ce vous vivez moment-là, tu ensemble, vois, oui, on vivait ok. ensemble. Ouais, d'accord. Donc ça, c'était très cadré, donc je pouvais pas sortir, Ouais. je restais vraiment pas limite enfermé, mais en fait la peur première quand tu habites là-bas, c'est d'être dans le trafic et de... Parce que tu peux vite tomber dedans. Ben oui, ça arrive très rapidement, tu vois, tu es avec des amis, mauvaise fréquentation. Et tu peux avoir aussi, t'as l'appât du gain, parce que tu peux gagner rapidement de l'argent, et je pense que vous étiez coulé pas sous l'or. Ah ouais, c'est ça exactement. Donc le but c'était de m'éviter ce genre de choses, donc je sortais pas. Ouais, tu restais loin de tout ça, et t'as l'intelligence aussi de rester loin de tout ça. C'est ça. Ok, donc on en revient, tu passes ton bac, et après qu'est-ce que tu fais après ce fameux bac? Ouais, du coup, comptabilité. je passe mon bac compta avec mention, du coup, et en fait, j'ai la chance, quelques mois plus tôt, il y a une personne qui est venue présenter son parcours, qui était aussi allée en bac pro, et qui avait intégré une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. D'accord. À Marseille. C'était la deuxième, et il n'y en avait que 2 en ce moment. Donc Strasbourg, non? Strasbourg et Marseille. C'est marrant ça. Ouais. Et donc du coup, elle vient nous présenter son parcours, etc. Et elle nous dit, voilà, c'est possible de faire des grandes études en intégrant une classe préparatoire. Moi, je savais même pas ce que c'était une classe préparatoire. Je savais pas ce que ça voulait dire finalement, tu vois. Elle nous a expliqué, c'était ça qui était bien, c'était cool, parce que c'était une chance incroyable qu'elle vienne ce jour-là et qu'elle nous présente son parcours, quoi.
Et il nous a dit voilà, vous avez la possibilité de faire des grandes études, Donc n'hésitez pas. c'est que ça permettait de rattraper un peu, C'est ça, pas un retard, mais la voie un peu normale, générale normal de de raccrocher l'école, les quoi. wagons. Quoi. C'est ça, exactement. Accrocher les wagons. Exactement. Ok. Et donc elle nous présente et nous dit bah, postulez et vous verrez, parce qu'ils prennent les meilleurs, ils en sélectionnent, parce que c'est pour toute la France finalement. Ah, il doit y avoir quand même une grande sélection. C'est ça, donc du coup on arrive et je postule sans vraiment y croire, donc je postule, ma soeur jumelle postule aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ta soeur jumelle ma aussi. sœur jumelle postule. Vous suivez le même parcours? On a suivi le même parcours, mais pas dans le même lycée. On avait une petite séparation au lycée, elle est allée dans un autre lycée, moi je suis allé dans un autre lycée. Mais Bac Pro ou Compta? Bac Pro Compta, pareil. Okay, pareil. Tous les deux, même parcours à ce moment-là. Et pareil, je lui en parle, parce qu'elle n'avait pas eu cette présentation. Je dis, bah vas-y, viens, on postule et on verra ce qui se passe. On postule, on est pris tous les deux dans la même classe. Comment on revient dans la même classe tous les deux comme au collège, comme en primaire, etc., comme en maternelle. D'accord, ok. Donc on est pris, énorme fierté pour ma mère, etc. Donc on est pris en classe préparatoire. Donc du coup c'est une classe préparatoire assez particulière parce que tu as 3 ans, 1 an de remise à niveau entre guillemets pour te remettre à niveau par rapport aux généraux. Et après 2 ans normal de... Où là tu charbonnes. Voilà, j'imagine que tu charbonnes les 3 ans. Déjà les 3 années tu charbonnes parce que tu es vraiment dans une prépa. Donc déjà, tu sens vraiment la différence? Je te disais précédemment en bac pro je me baladais. Je faisais ce que je voulais. Mais j'avais des bonnes notes parce que c'était facile à comprendre. Je comprenais en cours et j'avais juste à retranscrire. Et là en classe préparatoire j'ai pris une claque. Je pense qu'on a tous pris une claque à ce moment-là. Les 3 premiers mois tu te dis je vais arrêter en fait. Parce que c'est dur, tu commences à 8h, tu finis à 18h, tu as des heures de colle entre les heures de cours, donc tu dois tout le temps apprendre, mais en même temps, c'est la période de ma vie où j'ai le plus appris. Ouais, forcément, parce que c'est comme quand tu te lances dans un domaine. C'est ça. Au début, je pense que tu étais intéressé. Ça t'intéressait Ouais, ça m'intéressait parce que c'était une classe prépa aux grandes écoles de commerce et donc section économique. Donc tu avais beaucoup de choses en économie, en droit, ce genre de choses. Donc c'était vraiment hyper intéressant et j'avais des profs hyper intéressants aussi. D'accord. Et j'imagine aussi c'est que tu avais un objectif au bout. Ouais, c'était d'intégrer une école. C'était d'intégrer une école de commerce. Ouais, qui était quand même assez prestigieux. Et là d'où tu viens, c'est pas forcément le parcours, classique. Donc ça permettait peut-être après par la suite de sortir un peu du milieu duquel tu venais. Quoi, ouais, c'est ça. C'était un autre monde. Donc prépa, ça se passe. La première année assez compliquée, la deuxième année ça allait à peu près, et la troisième année je pense que j'étais dans les meilleurs, je pense, de ma prépa. C'est vrai, ouais. Je pense, ouais, je me souviens plus trop. J'ai eu ma prépa, félicitations, enfin avec une mention. Ok. Mention bien, je crois. Donc je fais mes concours d'école de commerce. Je suis sélectionné. Donc il faut savoir que le concours d'école de commerce c'est un classement. Ouais. Donc j'ai été sélectionné jusqu'à l'époque, c'était la 9e meilleure école de France. Ce qui était pas mal. Hein. Quelle école du coup? Je me souviens plus le nom, c'était laquelle. T'as été sélectionné jusqu'à la 9e? Ouais, parce que à partir de la 9e en fait, c'est ça? Tu prends de la 9e et tu descends en fait. C'est pas mal. En fait. C'est les premières, c'est l'ESSEC, HEC, etc. HEC, ce genre de choses. Là, est-ce que tu pouvais prétendre à avoir l'ESSEC ou pas, HEC, etc. J'ai passé les concours pour avoir HEC. D'accord, ok. Mais j'ai pas réussi, c'est tellement dur, les concours sont tellement durs en maths, etc. T'as passé les concours quand même? Ouais, j'ai passé les concours. Ok, ça marche. Et donc du coup, j'ai la 9e, je crois que c'était Schema Business School à l'époque. Je sais pas si elle est encore 9e. Et donc 9e jusqu'en bas, j'avais toutes les écoles que j'étais admis. Bon, après, il faut savoir que les écoles de commerce, c'est vraiment très cher. Ouais, est-ce que ça, on va en parler un peu du mode de financement, des gens aussi que tu as pu rencontrer là-bas qui venaient pas du même milieu que toi. Je pense que tu étais un des seuls, à mon avis, qui... Ouais, je pense que j'étais... Et les centres d'intérêt aussi que vous pouviez avoir quand on est en école, la pression que tu peux avoir quand tu étais en école de commerce, quand tu te fais payer tes études et que tes parents sont derrière. C'est ça. Tu peux te permettre de faire la fête, je pense. Plus que... c'est un autre monde. C'est un autre monde. Ouais. La différence que tu ressentais, comment tu l'as ressenti aussi. Ouais, donc du coup, finalement, j'ai pris l'EM Strasbourg. T'as eu l'EM Strasbourg? J'ai accepté d'aller à l'EM Strasbourg parce que du coup, ce qui était bien avec cette école, c'est que tu avais 1 an où tu partais à l'étranger et en même temps,
Les frais de scolarité étaient vraiment pas élevés. Et moi, en ayant ma mère qui est femme de ménage, qui peut pas se porter garant pour moi et me faire le prêt pour moi, comme 80, allez, 70% des gens qui intègrent l'école de commerce, les parents se portent au moins garant ou alors en tout cas ils payent l'école. Moi, je pouvais pas à ce moment-là. J'ai eu la chance que quelqu'un se porte garant pour moi à ce moment-là. Et donc, j'ai pu intégrer l'école de Strasbourg. Et ma sœur, par contre, ma sœur jumelle, du coup, pareil, elle a fait des concours, etc. Et elle n'a pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui se porte garant pour elle. Donc, ça a été aussi compliqué. Et moi, j'ai eu de la chance d'avoir cette personne. Et donc, effectivement, j'ai intégré l'EM Strasbourg et pareil, un nouveau monde. Tu peux nous parler justement de la différence que tu as pu remarquer de ce monde-là, de ce fameux monde que tu rencontrais? Ben en fait, je pense que les gens, quand ils s'imaginent l'école de commerce, c'est la fête. On en était à la partie, donc ton entrée en école de commerce, la différence que tu as pu remarquer avec les autres élèves dans cette école. Donc du coup, effectivement, une différence, je veux dire, différentes catégories sociaux que différentes catégories sociales que je n'avais pas rencontrées avant, tu vois. Donc c'était un nouveau monde aussi. Des personnes plus riches que moi, des personnes qui venaient de toute la France, qui venaient de Guadeloupe, Martinique, partout en France. Donc ça c'était génial. Mais financièrement, je sentais la différence entre moi qui vivais de ma bourse, tu vois, de ma bourse de 550 €. J'avais réussi à obtenir le prêt pour financer mon école. Juste pour financer les études. Mais juste pour financer l'école, tu vois. Pas plus. Mais pas plus, ouais. Donc je travaillais aussi à côté l'été, etc. Mais ouais, effectivement, c'était un autre monde des personnes différentes par rapport à mon vécu, mais c'est hyper enrichissant aussi je rencontrer des gens différents, parce que c'est aussi ce qui fait que l'être humain grandit. On apprend avec ça, on apprend à se fondre dans la masse, à rencontrer des gens. J'ai rencontré des super amis que j'ai encore aujourd'hui, tu vois. Donc c'était aussi une super expérience, mais j'avais encore cette pression de me dire moi j'ai pas le droit à l'échec, tu vois. J'ai pas le droit de me rater, j'ai pas le droit de trop faire la fête, j'ai pas le droit de faire ce genre de conneries entre guillemets, alors qu'en école de commerce, on va pas se mentir, c'est réputé pour la fête et il y a beaucoup de fêtes. Et en plus en sortant de prépa et en arrivant en école de commerce, tu te prends une petite claque parce que en prépa tu travailles à fond, vraiment à fond, t'apprends beaucoup, mais t'arrives en école de commerce, t'as une déception quand même, parce que le rythme est moins soutenu, t'apprends moins, c'est différent finalement. Et donc moi j'avais pas le choix à l'échec, donc j'avais pas le droit à l'échec, donc il fallait que je travaille. Donc j'ai validé ma première année. Ensuite je suis parti à Malte pendant 1 an perfectionner mon anglais. Donc 1 an à Malte à l'étranger tout seul. Première fois que je partais aussi longtemps. Dans des colocations, rencontrer des gens aussi nouvelles, des Anglais, des Américains, des Coréens, etc. Tu te confrontes au monde, quoi. Tu te confrontes au monde, et ça c'était super aussi. Je pense si je dois donner un conseil à des gens, c'est vraiment partir le plus tôt possible. Donc tu peux dire, enfin même avec peu de moyens, 550 € par mois de ma bourse qui me permettait de vivre là-bas, de payer 300 € le loyer et 250 € vivre le reste. Comment tu vivais? La débrouille, hein. Tu fais des courses à Lidl pour 1 mois, tu manges que des pâtes. Mais tu mangeais à ta faim, là? Ouais, mais tu manges que des pâtes. Ne faites pas ça. Non, je rigole. T'as pas le choix. Arrête, c'est le truc des étudiants. Enfin, oui, c'est ça, il y en a beaucoup qui vivent comme ça. On a tous vécu ça, hein. Donc tu manges que des pâtes et voilà quoi. Mais j'avais de la chance, franchement. Tu t'estimais chanceux? Parce que tu voyageais, enfin tu voyages, tu découvres une nouvelle culture, même avec peu de moyens finalement. C'est possible de faire des études parce que tu le démontres là, quoi. C'est ça, en fait je pense qu'on se met souvent des barrières, on se dit je vais pas y arriver, je vais pas le faire, je suis pas assez fort, je suis pas assez bon, j'ai peur et je viens pas de ce monde là, donc je peux pas m'intégrer. Mais surtout la peur, en fait. Tout ça, c'est pour moi, tout ça, c'est des excuses pour dire qu'en fait, j'ai juste peur de tenter quelque chose. Mais je pense qu'on peut le faire, en fait. C'était quoi ton mindset, là, à cette période-là? C'était de me dire, de toute façon, si ça marche pas, ça marche pas. Mais dans tous les cas, je suis pas arrivé jusque-là.
faut m'arrêter là. Ce que je disais avec des amis, c'est on vient de loin, mais on ira loin, tu vois. Ouais. Je devais réussir. Dans tous les cas, j'avais cette pression dans ma tête. Dans ta tête, est-ce que tu ne voyais pas échouer? Non, je pouvais pas. De toute façon, je pouvais pas me le permettre. Ouais, t'étais face au mur. C'était comme si j'avais une falaise devant moi, enfin derrière moi, ouais. Et je devais continuer d'avancer. Si j'arrête d'avancer, je tombe. Donc je devais continuer. Donc je vais à Malte, tout se passe bien, je valide mon année. Est-ce que tu fais face à des problématiques durant tes études, justement, à Malte, etc., peut-être à Strasbourg, Ouais, bah, à Malte, c'était surtout le racisme. Ah ouais? Je me rendais... Enfin, voilà, c'était... Tu peux nous raconter une anecdote sur... Ouais, bah, en fait, il faut savoir que Malte, c'est un pays qui subit l'immigration venant d'Afrique, qui est assez proche de l'Afrique. Donc beaucoup d'immigration illégale, de migrants, etc. Et donc... dans la rue, ils voient un noir passer, ils regardent de travers. Tu sentais une certaine pression et... Ouais, ils crachent par terre, ils te parlent mal, ils te parlent en maltais, tu comprends pas ce qu'ils disent. Moi, je comprends pas, c'est un mélange d'italien, d'arabe, ou je ne sais quel dialecte. Ouais. Quand on sortait avec des amis, j'étais le seul à me faire contrôler à chaque fois. Enfin, c'est des anecdotes, c'est des trucs tout simples, bêtes, mais qui pèsent, qui sont pesantes. En fait, tu le sens au fur et à mesure, tu vois, le regard. Ou même, j'étais moi en tant que noir, mais j'avais un ami coréen pareil qui subissait ça par rapport à ses origines. Tu vois, je me rappelle un cours où on avait eu de stratégie économique où le prof on sentait qu'il était en train de l'insulter, vu que toute la classe derrière se rigolait. En tout cas, les élèves réagissaient à ce qu'il disait, puisqu'ils parlaient leur langue, le maltais. Mais nous, en tant qu'étudiants internationaux, on comprenait pas ce qu'il disait. Ils faisaient pas le cours en anglais. C'était juste un moment, en fait. Tu vois, juste il faisait son cours en anglais. Et à un moment, il parlait à cet élève et il insultait, entre ce qu'on a compris, en insultant en maltais. Donc, vu ses origines, on a tous compris que c'était par rapport à ça et tout le monde rigolait derrière. Donc ouais, c'était compliqué par rapport à ça, au racisme à Malte, et aussi au fait que j'avais pas beaucoup d'argent. Bon, parce que moi, je peux pas faire ce que je veux. Si j'ai pas 250 € pour vivre, c'est pas énorme. Hein. Ouais, tu vis pas beaucoup, je pense. Tu survis, je dirais. Tu survis, ouais, c'est de la survie. Hein. Ouais. Tu survis, mais tu vis pas. Heureusement, j'ai rencontré des super personnes. Je pense à Guillaume, Marine, par exemple, mes colocataires, pardon. Qui t'aidaient, qui vont vous entraider, je pense. Ouais, non, qui étaient super, ils connaissaient pas ma situation non plus, je leur en parlais pas. C'est vrai qu'ils parlaient pas. Hyper gentils, tu vois, on sortait, on faisait des trucs, des activités, et c'était des super personnes. Ouais, donc en plus à la base je voulais pas mettre en colocation avec des Français, je voulais mettre avec que des étrangers pour justement être bilingue. Ouais. Mais bon, c'était assez compliqué, donc je suis avec des Français et c'était super quoi. D'accord. Donc tu as ton expérience là à Malte, tu reviens donc après cette année à Strasbourg pour finir. Là t'es en combienième année? Là j'ai un M1 du coup, Master 1. Quand t'es rentré à l'EM, tu es rentré en Bac+3, donc en licence. En fait, ça s'appelle un programme grande école, donc tu rentres en troisième année. Tu ne rentres pas en première année comme le... D'accord. Tu rentres en troisième année, licence 3, et après tu fais dans la main. Après, j'ai fait une année de césure, donc pour essayer de comprendre ce que je voulais faire. Donc, tu as fait ton année de césure, tu as travaillé durant cette année, pardon. Tu as travaillé où? J'ai travaillé à Strasbourg, Urban Soccer. Ah ouais, c'était cool. Tu as travaillé dans un autre domaine ou c'était le même domaine? C'était un stage en fait. Je faisais un stage pendant 6 mois là-bas. C'était en tant que business developer. C'était hyper bien. Enfin, je suis fan de foot, donc en plus originaire de Marseille, c'était un peu obligatoire d'aimer le foot. et du coup, j'étais là-bas pendant 6 mois et ensuite je suis parti 6 mois à Paris. 6 mois à Paris, j'ai travaillé pareil dans le domaine. J'étais acheteur. C'est mon premier stage d'achat. C'est quoi acheteur? C'est quoi acheteur? Pour les gens qui connaissent pas, en fait, c'est assez compliqué et très simple à expliquer. Avec des mots simples. On est tous acheteurs, en fait, finalement. Quand on va acheter un truc dans un magasin, on fait tous des actions qu'on s'en rend pas forcément compte. Mais en tout cas, dans les grandes entreprises, ils ont besoin d'acheter certains produits, certains matériaux, certains services. Ouais. Ils font appel à des acheteurs en interne pour pouvoir, du coup, s'occuper de la rédaction du besoin, enfin comprendre le besoin qu'on exprime en interne, ensuite rédiger le cahier des charges. Donc tu dis voilà, moi j'ai besoin de ça, est-ce que d'une porte verte pour cette taille, de ce poids-là, etc. Ouais. Ensuite tu fais un appel d'offres aux fournisseurs, tu demandes à des fournisseurs qui seraient capables de répondre à mon besoin. Ils font des devis, ils font des devis, tu regardes et tout, et ensuite tu regardes le prix, tu sélectionnes les prix, la qualité, les délais, tu fais une analyse comme tu dis, et ensuite tu achètes et tu contractualises et ensuite tu suis la vie du produit. Donc ça c'est vraiment la définition basique d'un acheteur. T'as
énormément d'actions Ouais, après ça, mais on va dire simplifié, quoi. voilà, c'est vraiment ça. D'accord. Donc là, t'étais acheteur à... J'étais acheteur à Paris, du coup. À Paris. Ouais, du coup. Donc là, t'avais fini tes études? Non, c'était juste une pause dans mes études. Ok, Juste donc t'es parti à Paris. pour savoir un peu ce que je voulais, dans quel domaine je voulais m'orienter pour mon D'accord. Master 2. Mhm. Et donc, quand j'ai terminé, je me suis orienté à un Master 2 Supply Chain Management et International Purchasing à l'UM Strasbourg, en Master 2, du coup. Et donc, que j'ai aussi validé. Donc, la seule différence, c'était que j'étais en alternance. Donc, à Strasbourg, en études, pendant une semaine, et pendant 2 semaines à Marseille, chez moi, à la CMA-CGM, Ouais. très grande entreprise. Ouais, qui est une grosse entreprise. Ouais, en tant qu'acheteur projet, donc très grande entreprise. Il faut savoir que la CMA, c'est la troisième plus grande entreprise de shipping dans le monde. Donc intégrer cette entreprise pour un jeune de la ville en plus, c'était le rêve inespéré. ultime. C'était le rêve ultime, rentrer chez moi à Marseille, dans la plus grande entreprise de la ville, être en costume toute la journée parce que là-bas ils ont un dress code très particulier. C'est vrai, tu peux nous parler un peu de du coup de cette entrée dans cette grosse entreprise, dans cette grande entreprise. Ouais, professionnellement, je pense que c'est l'expérience qui m'a le plus appris parce que tu es dans un monde de business où tu dois montrer des résultats très vite. Tu n'as pas le temps de... Là, tu avais fini tes études? Non, j'étais en alternance. Là, tu étais en alternance. J'étais en alternance. Mais j'avais des responsabilités d'une personne qui était déjà là en CDI, tu vois. Donc, dans une grosse entreprise, tu parlais en anglais, je gérais des personnes je parlais avec des personnes qui étaient à Norfolk, à Hong Kong, au Kenya, tu vois. Donc, tu arrives dans un monde où là, tu es vraiment confronté à, là, c'est du business, il faut que tu produises des résultats, tu as des problématiques. Et tu dois résoudre les problèmes. Ok. Et c'était dur, je vais pas le mentir, mentalement. Subir la pression. Etc. C'était vraiment dur. Avoir un management un management aussi qui est dur, qui est très drivé résultat. Donc il faut tenir, il faut comprendre. Mais comme je t'ai dit, moi je viens de tellement loin que ça m'a pas fait peur, tu vois. C'est vrai, ça t'a pas fait peur, tu tremblais pas face à ça. Ouais, j'ai tenu mon année. J'ai tenu mon année et je pense que ça s'est plutôt très bien passé. On m'a proposé un CDI à ce moment-là. Mais sans avoir fini tes études, ils voulaient te débaucher. Ouais, déjà, ils voulaient que je reste après, tu vois. Mais à mon avis, ça devait pas être facile à refuser. Ouais, parce que j'ai refusé, ouais. T'as refusé, t'as refusé, oui. Ça devait pas être facile parce qu'ils te proposaient, je pense, un salaire alléchant pour un début de carrière que tu n'avais pas et là, tu retournes avec ta bourse finalement. Ouais, donc du coup, ils me proposent ça et moi, je refuse. Je refuse et comme je te dis, c'est l'entreprise de la ville, rêves, mais de la ville, quoi, qui est tellement connue et encore plus connue maintenant aujourd'hui. Donc ça a été difficile pour moi de refuser, mais en même temps, à ce moment-là, au même moment, j'ai une opportunité au Luxembourg. Là, t'enchaînes, quoi. Ouais, donc en fait, je refuse, c'est une petite, pas une déception, mais bon, c'est quand même, je refuse ça, mais je fais un VIE au Luxembourg. C'est quoi? Un VIE? En gros, c'est un contrat particulier où tu travailles en fait pour une entreprise française basée à l'étranger. D'accord. Donc t'es payé par Business France, ça s'appelle. En tout cas, ça s'appelle encore comme ça maintenant. Avec des salaires plutôt alléchants et donc tu travailles pour une entreprise française basée à l'étranger, donc j'étais au Luxembourg. Et là, t'étais toujours en alternance. Donc là, j'étais en CDI. Là, t'avais fini ton mémoire. J'ai fini mon mémoire avec mention une très très bonne note. J'ai fini mes études, voilà. Et là, c'est le moment. J'ai terminé mes études. J'ai fait un master 2. Là, tu te rends compte du parcours accompli depuis Marseille, des quartiers nord de Marseille à une entreprise au Luxembourg. Ouais, est-ce que tu... déjà d'avoir réussi mon diplôme. D'avoir réussi aussi, ouais. Est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait, etc. Comment c'était quand tu regardes à ce moment-là, je prends une claque et c'est une énorme fierté pour ma mère, ouais, je pense pour ma aussi, famille. Ouais. En sachant que j'avais oublié de préciser, mais au moment où je termine la prépa, en fait, on me présente parce que voilà, encore une fois par rapport à mon parcours, je rencontre le premier ministre de l'époque et la ministre de l'Éducation de l'époque pour parler de mon parcours effectivement, qui était quand t'étais à Strasbourg? Quand j'étais en dernière année de prépa. En dernière année de prépa, oui, on revient là, ouais, ok. Donc quand tu penses à ça, j'étais dans le Figaro à ce moment-là, quand tu penses au petit mec de Mayotte qui vient, ouais, c'est ça. Le petit Comorien, etc., qui vient ensuite vivre sans sa mère, vivre au quartier nord, bourlinguer un peu partout, à faire ses études, son bac pro, et continuer des études et avoir un master 2 avec mention bien. Sans argent.
Sans argent, ouais, effectivement. Parce que on connaît la C'est difficulté. le nerf de la guerre en plus. Ouais. Franchement, à ce moment-là, j'étais hyper fier et je suis encore, hein, je suis encore hyper fier parce que je me dis, enfin, c'était dur, c'était long parce que c'était long. Bah ouais, c'est long. Qui commençaient à travailler, etc. C'était long, mais avec le recul, jamais, c'était vraiment le très très bon choix que j'ai fait, tu vois, de Bien continuer sûr, mes études ouais. et d'aller jusqu'au bout, quoi. Donc quand j'ai mon master 2, et je travaille en plus après, j'ai mon premier CDI, enfin mon premier CDI, mon premier V contrat, et en plus à l'étranger avec un bon salaire. À l'époque, c'était 3 000 € par mois. C'est énorme, hein. C'est un Comme salaire. premier salaire. Bah oui, tu vois, un salaire que ma mère n'aura jamais de sa vie, tu vois. Ouais. Qui est Donc j'imagine que fondamental. tu pouvais l'aider, tu pouvais. Exactement, je pouvais aider ma mère, je pouvais aider les gens de ma famille qui sont au bled, tu vois. Ouais. Donc ma sœur, etc. Donc c'était une nouvelle aventure et c'était pour moi la fin d'un beau chapitre et pour moi le lancement dans la vie D'un nouveau chapitre dans la vie active. active, tu vois. Tu mets derrière un peu les galères, etc. C'est ça. Financières, la peur de pas réussir C'est ça. à payer aussi, je pense. L'école, là, tu remboursais déjà. Je pense que tu as fait un prêt, donc tu commences à rembourser, etc. Exactement. Ouais, donc là, tu es rassuré parce que tu as un salaire qui te permet aussi de rembourser. Ouais. Ok, donc là tu restes un petit peu au Luxembourg quelques années, c'est ça? Ouais, je reste au Luxembourg, etc. Le Covid arrive malheureusement, donc je travaille dans une entreprise qui est dans l'acier, dans l'inox, une très très grande entreprise. Et donc du coup pareil, je devais rester, mais le Covid arrive, donc c'est assez compliqué. Ils peuvent pas recruter en CDI et tout, donc ils me proposent de prolonger un CDD, donc je refuse parce que l'ego est blessé, etc. Tu te dis ouais, j'ai fait du bon travail, mais je peux pas avoir mon CDI parce que c'est aussi un saint graal, tu vois. Tu te dis, un CDI, c'est une stabilité, c'est un bon salaire, tu peux aider tout le monde. Et donc ils me disent ouais, voilà, un contrat à durée déterminée. Donc je dis non, en fait, j'ai le choix, j'ai pas envie d'être dans cet inconfort. Et en même temps, faut pas se mentir, le Luxembourg aussi, ça devait être difficile. J'avais pas kiffé. Dû au climat. Le climat déjà, pas vu le soleil pendant 6 mois, c'était hyper dur. Genre de Marseille, dans des îles, etc., c'était dur. Ils recherchent un sponsor pour la vitamine D. Ouais, en plus, première cure de vitamine D, c'était là-bas. C'était tellement dur. Ouais, les gens sont tellement froids. Tu ressens la différence. Ouais, tu sens. Ouais, le week-end, il n'y a pas grand-chose à faire. Les gens partent à Paris. Souvent, c'est des Parisiens qui viennent travailler là. Ouais, ils prennent leur billet. Ils prennent leur billet, ils rentrent chez eux. Tu vois. Donc, c'était dur. J'ai rencontré des gens super, hein, malgré tout. Puis je restais encore en contact. Ouais. Mais le Luxembourg. Donc, tu décides de pas rester au Luxembourg. Ouais. Tu trouves un nouveau travail. Donc, du coup, je décide de pas rester. Je décide de rentrer chez moi à Marseille, de me reposer un petit peu. Ok, j'avais le prêt, etc. Mais je reste à Marseille. Je vais aux Comores rencontrer ma famille pour la première fois depuis que je suis parti finalement. De tes 6 ans, là t'avais quel âge du coup quand tu rencontres J'avais 27 ans je crois, 26, 20 ans quoi en fait. 20 ans après, ouais, je retourne là-bas. T'étais jamais retourné là-bas? J'étais jamais retourné là-bas parce que j'avais pas les moyens, on n'avait pas les moyens que je retourne là-bas. Les billets, 2300 € par personne, aller-retour. Donc je retourne là-bas. Accueilli comme le roi du pays. C'est vrai. Limite. Parce que je pense que t'as des cousins, etc. J'ai ma grand-mère, j'ai mes grands-parents. Mais à Marseille, est-ce que t'avais de la famille? Non, à Marseille. Ouais, j'avais encore ma famille. T'as tes cousins, est-ce qu'ils ont suivi un parcours similaire au tien ou ils ont? Non, ils étaient là. Ils sont finalement, t'es le seul qui a persévéré dans des études aussi longues, ouais. Aussi longues. Ouais. Okay. Dans ma famille, ouais. Donc, avec ma sœur, du coup. C'était un gage de réussite aussi pour eux et pour ta famille aussi qui était au bled, en fait. Tout le monde était fier, quoi. Tout le monde était fier. Donc, j'arrive accueilli à l'aéroport avec un grand nombre de personnes de ma famille, j'arrive au village, etc. Je rencontre ma grand-mère pour la première fois depuis que j'ai 6 ans, tu vois. Wow. Et je me sens quand même poisson dans l'eau, tu vois. Donc je me sens retour aux sources. Ouais, tu te sens bien, quoi. Hyper bien, hyper apaisé. Un autre mode de vie, tu te lèves hyper tôt le matin, mais en fait tu suis le rythme, t'es dans une île, quoi. Tu suis le rythme de vie de tout le monde. Ouais, bah t'étais dans ton élément aussi. T'es apaisé, quoi. Ouais, t'es apaisé. Franchement, je me sentais trop bien à ce moment-là, tu vois. D'accord, j'étais vraiment apaisé. T'es parti combien de temps? Je suis resté 2 mois presque. Ah ouais, 2 mois. 1 mois et demi. Du coup, tu bossais pas là, t'étais. J'étais en vacances, quoi. Vacances, ouais, t'avais pris des vacances pour te ressourcer et aussi, bon, je pense savoir ce que tu voulais. Ouais, parce que je me disais aussi, c'était un truc.
enfin, pour moi, c'était important de savoir d'où je viens pour savoir où j'allais aller, tu vois. C'était comme une thérapie un peu. T'avais besoin de savoir ouais. d'où tu venais pour. De rencontrer mon père, de rencontrer ma grand-mère, de rencontrer des gens de ma famille, mes racines, mes premiers pas, c'était là-bas, tu vois. Donc, rencontrer des gens. C'est important pour toi de se connecter comme ça à ses racines pour pouvoir après naviguer dans ce que tu as envie de faire et t'as des repères, quoi. Pour moi, c'est hyper important. Déjà, sa famille, c'est hyper important, même si la famille, c'est dur. Certains sont c'est plus compliqué que d'autres. Mais en tout cas, se ressourcer, avoir un cocon familial, je pense que c'est hyper important. Surtout quand tu peux l'avoir. Il y a des gens qui ont des situations familiales qui sont particulières. Mais donc, rencontrer ces membres de ma famille, ça m'a fait vraiment du bien. Et aussi, ça m'a fait comprendre que ma mère a fait le bon choix à ce moment-là, tu vois. Tu peux la remercier, quoi. Ouais. Elle le sait tout le temps. Elle le sait, elle est fière de moi, elle est fière de ma sœur, elle est fière de tout le monde, tu vois. Mais elle a fait vraiment le bon choix parce que t'as vu vraiment d'où elle partait et que c'était vraiment dur, quoi. J'ai vu d'où elle partait et que le sacrifice qu'elle a fait, parce que c'est un sacrifice pour une mère de laisser en plus des enfants jumeaux, tu vois. Parce qu'elle savait qu'en vous laissant à l'aéroport, elle allait pas vous voir. Pendant aussi longtemps. Et toi, est-ce que tu le savais, vous? Non, on ne savait pas, elle ne me l'a pas dit quand on partait en fait à l'étranger. On arrive à l'aéroport, elle nous dit, on va voir votre oncle, il va partir en avion, etc. Et en fait, non, c'était pour que nous on parte, tu vois. Donc, et tu vois, tu t'es pas demandé, je vais peut-être la voir dans une semaine finalement, elle va venir. Je me souviens plus trop du moment. En tout cas, je sais qu'on a pleuré. Ouais, c'est horrible. Mais en tout cas, le sacrifice qu'elle a fait, j'en remercierai jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie, parce que le sacrifice qu'elle a fait, pas beaucoup de mères l'auraient fait, mais elle l'a fait en pensant pas à elle, mais en pensant à nous, tu vois. C'est le but d'une mère, en tout cas, je pense. Mais souvent, tu penses à tes enfants par rapport à toi. Mais en tout cas, elle a fait le bon choix. Donc, à ce moment-là, je suis là-bas pendant 2 mois, je reviens à Marseille. Et donc, du coup, je suis embauché à Paris pendant 2 ans, je travaille à Paris, etc. Donc là, tu trouves après un travail en CDI. T'avais le fait de te ressourcer au bled, ça a permis de savoir ce que tu voulais faire, dans quelle branche tu voulais te lancer. Ouais, ça m'a permis du coup, je me suis orienté plutôt dans le consulting à ce moment-là. J'avais essayé d'ouvrir une boîte avec des amis à Marseille de consulting, mais c'était un peu compliqué. On venait de se lancer après Covid, on visait des PME, donc c'était un peu dur à Marseille. Et je me suis fait recruter à Paris, donc en tant que consultant. D'accord. Dans une boîte en achat digital, on va dire. Ok. Et donc voilà, j'étais là-bas pendant 2 ans. Je suis toujours d'ailleurs là-bas. Et maintenant, j'ai été muté il y a 1 an à Genève. Encore une fois, pareil, d'où je viens, c'était aussi incroyable de travailler à Genève avec un salaire suisse, très bon salaire, un salaire suisse. Voilà. Donc du coup, ça fait 1 an que je travaille à Genève. D'accord. En CDI, plein, quoi. D'accord, ok. Et comment tu vois la suite après de ton évolution? Parce que là, t'as fait quand même un bond, de grands bonds. Ouais, c'est ça. Mais assez long, quoi. C'était assez long avec. C'est vrai. Ben en fait, c'est dur de savoir parce qu'avant, tu vois, j'avais un but, je me disais, il faut que je fasse des études, il faut que je réussisse ça, tu vois, à chaque étape. Il faut que je gagne de l'argent, en fait. Aussi. Ouais, il faut que je fasse un truc, et donc je passais une barrière, et donc je savais où j'allais continuer d'aller. Ouais. Maintenant, je suis installé, j'ai ma copine, etc. C'est dur de savoir ce que je veux faire, ce qu'on veut faire. Tu penses à 2. Parce que t'as atteint finalement l'objectif que tu t'étais donné, fixé. Ouais. C'est un peu comme un sportif qui gagne les Jeux Olympiques, à mon avis. Après, il y a un trou noir parce que tu sais pas. T'as atteint ton objectif, quoi. Là, c'est un peu pareil. Donc, faut que tu te crées un peu, je pense, un challenge, des nouveaux challenges. À faire, quoi. Devenir chef d'entreprise ou me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça serait ça tes prochains. Moi, je pense que le prochain saut, c'est être entrepreneur, comme tu le fais, parce que je pense que j'ai les capacités, émotionnelles, parce que c'est un challenge de fou d'être. Je pense que le stress, t'as dû apprendre à le gérer. Ouais, c'est ça. Donc je pense que en vrai, la vraie étape pour moi, ce serait d'être entrepreneur, je pense. Ouais. Je sais pas dans quel domaine, parce que je suis assez polyvalent, mais être dans ce monde-là, quoi. D'accord, ok. Et tu sais pas encore dans quelle branche? Franchement, je pourrais être dans mon domaine, être indépendant dans mon domaine comme je le fais aujourd'hui, être surtout indépendant, mais
j'aimerais bien, si je me lance dans ça, être vraiment dans un truc nouveau ou qui me plaise, tu vois. Je me lève le matin, je me dis, c'est mon travail, c'est mon truc, c'est moi, je travaille peut-être avec ma copine et on fait un truc ensemble et on est heureux. Enfin, tu vois, un peu truc utopique, mais travailler pour soi-même, je pense que c'est gratifiant. Ouais. T'as une pression parce que tu dois gagner de l'argent. Personne n'est derrière toi pour te dire, te payer un salaire. Ouais. Mais ouais, j'ai pas encore de domaine qui me dirait dans quoi m'investir. Dans quoi te lancer, ouais. Ok. Donc je pense qu'on va bientôt arrêter. Ça fait 1 heure qu'on parle. Ouais. T'as vu, t'as une vie passionnante. Je sais pas si elle est passionnante, mais. Bah, elle est pas commune en tout cas. Ouais. Donc justement, peut-être pour clôturer, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes peut-être qui sont dans la situation dans laquelle tu étais quand tu étais jeune et qui n'ont pas forcément beaucoup d'ambition et qui se bloquent par rapport à leur situation, etc. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les inspirer un peu, pour aller de l'avant, avoir des objectifs et essayer de sortir peut-être un peu de leur milieu social dans lequel ils sont, quoi. Moi, je dis, déjà, c'est dur de donner des conseils. Je peux donner des conseils parce que j'ai réussi. C'est peut-être pas le secret de la réussite pour tout le monde. Mais moi, je dis juste un truc, c'est que on sous-estime beaucoup ce que l'école peut nous apporter. Ouais. Tu vois, on est dans un pays où on a la chance de pouvoir faire des bonnes études dans des écoles publiques sans payer forcément. Ouais. Tu peux après, hein, je dis pas que c'est un truc négatif d'aller dans des écoles privées, mais avoir un bon niveau dans une école publique et quand tu as la chance d'avoir ça, je pense que ça peut t'ouvrir pas mal de portes et les gens ne se rendent pas assez compte de la chance qu'on a, tu vois, d'être en France par rapport à ça. Ouais, on peut remercier le système scolaire qu'on critique énormément, mais je pense que d'un autre côté, qui aide énormément de monde aussi à s'en sortir et c'est pour moi la première bouée de sauvetage qu'on t'offre, c'est l'école en fait finalement. Le savoir. Le savoir-faire, comprendre. Et donc l'école pour moi c'est si je vois un petit jeune et en tout cas ce que j'essaye de faire à tous mes petits de ma famille ou les gens que je rencontre, c'est vraiment si tu peux continuer les études. Après si tu peux pas, si t'as pas envie en fait, si tu veux t'orienter dans un truc plus manuel, vas-y, fonce. Ouais, mais c'est l'école quand même. Exactement. Mais en tout cas, pour moi il faut pas abandonner en se disant ouais mais c'est ce qu'on se dit souvent, c'est de la merde, j'apprends rien, mais je vais sortir de l'école, j'aurai quel âge, ouais mais je gagne pas d'argent, etc. L'argent que tu gagnes aujourd'hui, tu le gagneras souvent beaucoup mieux en continuant fois deux peut-être, fois deux, tu vois. Ce que je gagne aujourd'hui, jamais de ma vie j'aurais pensé le gagner. Ce que je gagne aujourd'hui, c'est le salaire que tu pourrais te dire, je suis dans les 1% des plus riches de France avec mon salaire aujourd'hui. Ouais, c'est fou, hein. Et alors que je viens d'un truc misérable. Tu nous as pas parlé des conditions dans lesquelles tu vivais, mais je pense que c'était pas je souhaite ça à personne. C'était vraiment dur. Ouais, c'était dur, tu vois. C'était vraiment dur. Mais voilà, donc moi je dis juste un truc, c'est quand tu peux, en tout cas, essaye de faire des études. T'accrocher au système scolaire. Accroche-toi, je sais que c'est dur. Quand t'as pas d'argent, moi j'ai travaillé je travaillais chaque week-end, j'étais à McDo, à Quick. Je faisais le ménage, je travaillais dans des champs, etc. Parce que t'as besoin d'argent. Je sais que c'est dur, hein, il faut de l'argent pour vivre. Surtout quand t'as des études, mais en tout cas, quand tu peux, essaye de continuer, en tout cas, de faire des études, parce que pour moi, c'est la première bouée de sauvetage facile que tu peux avoir. On a tous des moyens intellectuels de le faire. Faut trouver son domaine, hein. C'est aussi ça la difficulté. Faut trouver ce que tu aimes. Mais faut pas abandonner, faut pas lâcher. Et aussi, je pense que, ça permet aussi de développer ton mental, tu vois, de te dire voilà, d'être résilient, t'es courageux, persévérant, des choses quoi. D'accord, vu que tu as manqué d'argent étant jeune et pendant tes études, etc., et aujourd'hui que tu en gagnes un petit peu quand même, quelle est ta relation à l'argent et comment tu arrives à gérer ton argent? Est-ce que tu es quelqu'un de très dépensier? Est-ce que tu es quelqu'un d'économe? Est-ce que tu as toujours cette peur de manquer? Comment tu vis cette... moi, je pense que j'ai toujours la peur de manquer. J'ai toujours cette peur de me dire à la fin du mois, je vais être en galère. Alors que pas du tout. Je le serai pas. Je le sais que je le serai pas. Mais j'ai cette peur de manquer, tu vois. D'accord. Mais du coup, tu vois, j'économise, je place, je fais des placements financiers, je fais des investissements, etc. La vie elle est beaucoup plus douce, tu vois, donc je vais pas me plaindre, j'aide ma famille, j'aide ma mère surtout, tu vois. C'est une fierté pour toi, je pense. Grave. D'aider ta maman. Ouais, d'être là, le but là, je veux construire une maison au bled, tu vois, donc c'est aussi bien. Mais ouais, le rapport à l'argent il est beaucoup plus doux. L'adage de l'argent ne rend pas heureux. Mais il contribue quand même. Mais l'argent
franchement, il facilite quand même pas mal de choses dans la Bah, vie. bien sûr, ouais. Et donc, ouais, aujourd'hui, j'en profite. En fait, je fais plus plaisir aux gens de mon entourage que je me ferais plaisir à moi-même. Ouais, Parce tu que j'ai partages. toujours été comme ça, moi, dans le Ouais, partage, etc. J'ai toujours été élevé comme ça. Mais j'ai toujours cette peur au fond de moi qui me dit, attention, peut-être que tu peux retourner dans la situation où tu étais avant, tu vois. ouais, t'as Être dans toujours. la galère ou quoi. Donc, fais attention quand même, calme-toi. J'ai jamais été dans l'exubérance, tu vois. Donc, mais quand même, calme, on sait jamais. Ouais, du coup, t'es quand même prudent et tu Ouais, prépares aussi la suite c'est ça, ouais, avec on des prépare. placements, etc. Exactement. Ok, intéressant, intéressant. Ok, bah, on a pas mal parlé, c'était assez inspirant. Je sais pas si tu as des questions, t'as envie de parler encore d'autres choses, etc. Non, non, enfin, je pense avoir été clair, enfin, Ouais, j'espère. ouais. En tout cas, c'était super que tu m'invites à Bah, ton de rien. podcast. Bah, merci à toi C'était d'avoir cool. répondu présent, d'avoir répondu à mes questions et j'espère que ça va aider peut-être aussi des Ouais. jeunes et des moins jeunes à être persévérants, Ouais, à ouais. croire aussi à leur objectif et de s'en donner les moyens, J'espère, malgré j'espère. la situation de départ Mm. qui donne pas forcément beaucoup de, comment on peut dire ça? Beaucoup de chance de Beaucoup de réussir, choses, quoi. ouais, c'est Mm. ça, ouais. Je dis juste, moi, le dernier conseil, c'est essayer d'enlever vos barrières mentales Ouais, c'est qu'on ça, se met ouais. nous-mêmes, en fait. Déjà, c'est la première étape, essayons de nous l'enlever. Mhm. Parce que souvent on se met cette barrière, je vais pas réussir, je vais pas réussir. Et dans tous les domaines, hein, finalement, toi qui es dans le sportif, tu le Rien repenses tout le temps. que de se dire je vais y arriver C'est et se le ça, répéter. c'est ça. Déjà, on se conforme un petit peu et Mm. on se persuade qu'on va y arriver. On va y arriver, quoi. C'est sûr, ouais. Et je pense que toi, tu le vois aussi dans le sport, dans tous les Bah jours, tu oui, vois. oui, oui. Donc je pense que ça, c'est une énorme barrière qu'on se met. Les langues, par exemple, souvent en France, on se dit, ah, mais je peux pas parler anglais parce qu'on va se moquer de moi. Tu vois, ça, c'est une barrière qu'on se met tout seul. Ouais, ouais. Alors que c'est hyper important de savoir parler anglais. Aujourd'hui, moi, ça m'ouvre plein de portes de savoir Bien parler sûr, anglais très bien, tu vois, couramment. Mm. Donc déjà, le dernier conseil, ce serait ça pour moi, ouais. Enlevez-vous les barrières si vous pouvez, en tout cas, essayer de travailler sur vous-même. Parce Ouais. que ces barrières, on se les met nous-mêmes, donc on peut se les enlever nous-mêmes, tu vois. Ouais. Alors que la condition sociale dans laquelle on vit, c'est un peu compliqué, tu vois, quand tu nais dans cette condition, Ouais. c'est plus long. Mais c'est pas marqué au fer rouge, quoi. Exactement. On peut s'en sortir et Exactement. t'en es la preuve. Exactement. Et d'autres en sont la preuve aussi. Hein, Exactement. donc il faut pas se brider. C'est ça. Il faut oser. C'est ça. Oser Merci réussir. pour ces paroles. Qui aimerais-tu voir sur ce podcast? Je sais pas, je pense à un entrepreneur. En quoi? Dans quel domaine? Je sais pas, un entrepreneur, je pense que ça serait un bon début. Un sportif, je pense que ça serait bien aussi. Ouais, ok. Un sportif qui a réussi. Ouais, je pense que ça serait bien ça. D'accord. Et un scientifique aussi. Un C'est complètement différent, tu vois. Ouais, ça serait super intéressant. Ça serait super intéressant de comprendre comment ils réfléchissent, comment Dans ils quel sont domaine? amenés, je sais pas, dans l'astronomie ou un truc vraiment différent de tout ce qu'on connaît, parce que Ouais. tu vois, c'est des mondes qu'on connaît pas en fait finalement. Pas beaucoup, ouais. Pas beaucoup, tu Il y a vois. Thomas Pesquet Ouais, ce genre de qui en choses, parle un petit peu, mais Ouais. pas beaucoup même, mais Moi, ça m'a toujours intéressé. qui met en tu vois. lumière. Ça m'a toujours intéressé. Je pense que ça serait un truc qui permettrait aux gens du coup, d'en savoir un peu plus, quoi. D'accord. Quelles sont les personnes qui t'inspirent et qui t'ont inspiré durant ton parcours? J'ai pas forcément eu de personnes qui m'ont inspiré. Alors, qui m'ont inspiré, ça a été mes profs. Encore une fois, C'est on vrai est encore aux études, mais j'ai eu des profs qui m'ont toujours poussé. Je pense à ce que je dis précédemment, Madame Thébault en bac pro, Monsieur Mitignan en prépa d'école de commerce. Ça a été vraiment des personnes qui étaient là au bon moment pour m'aider et me pousser. Mais sinon, figure, tu vois, célèbre, etc. Non, j'ai pas été dans ce Ça te truc-là. t'inspire. Ça m'a jamais inspiré de me dire voilà, Tu croyais en toi, c'est voilà, déjà bien. Elon Musk qui va C'était trop loin pour toi. Voilà, exactement, c'était trop loin pour moi. Ouais, c'était C'était pas trop connecté loin. à ta réalité non plus. Ouais, c'était pas du tout moi, quoi. Ouais. C'est pas mon monde, c'est pas mon truc, c'est pas un sportif qui va me dire tu vas réussir, etc. Tu vois. Ouais, ok. Donc ouais. Donc, tes profs, en fait, C'était c'est mes très profs, beau. en fait. Ouais, c'était mes C'est profs. bien, ok. Ouais. Voilà, donc je pense qu'on peut clôturer. Merci à Ouais, toi. merci à toi de m'avoir invité. Bah, avec plaisir. Donc n'oubliez pas. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Notre star. Mais non, mais attends, ce qu'on peut se dire, s'il y a des jeunes qui t'écoutent et qui voudraient t'écrire pour avoir des conseils par rapport Ouais. aux études, je sais pas s'ils ont des questions par rapport à ton parcours encore, Je pense que c'est une bonne idée, ouais. ou même si on imagine, on peut l'envoyer peut-être à
à des gens, Ouais. je sais pas si tu as des contacts encore avec des Ouais, j'ai profs toujours des contacts avec de des là profs. où tu étais au À lycée, Marseille. au lycée pour la prépa, au lycée pour ton bac pro, peut-être au collège, je sais pas, ou des profs de l'EM aussi que Ouais. tu as rencontrés. Donc, je sais pas si tu veux, c'est un LinkedIn ou Bah, je pense ton vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, ouais. mon prénom, mon nom, Asif Jaye, vous me retrouverez facilement. Sinon, Je le mettrai dans les ouais, ou dans sinon l'épisode. ma boîte mail, tranquillement. Moi, je répondrai toujours aux mails sur Ouais. les choses. Donc, tant que c'est bienveillant, ça Bah ouais, n'a pas de ouais. problème. Ça marche très bien. Bah, merci à tous pour votre écoute et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci. Merci.